Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Hashtag USB Foot. Une semaine en ballon, comme toutes les semaines, on va revisiter ensemble l'actualité du foot dans les Pays de la Loire en partenariat avec nos amis de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Comme chaque jeudi donc, la Ligue 1, le national, mais également le foot féminin cet après-midi. Et notre invité s'occupe à la fois du foot masculin et du foot féminin. On va l'accueillir bien évidemment avec beaucoup d'applaudissements. C'est Arnaud Vossel, le conseiller technique régional de la Ligue de foot des Pays de la Loire. Salut Arnaud. Salut. Merci d'être venu jusqu'à ce studio du USB Foot qui ressemble peut-être à certains, on l'a dit, placards ou vestiaires de district que tu côtoies. Oh, un petit peu, oui, avec l'odeur de la pommade chauffante et de la sueur en moins. Mais il va falloir amener des chaussettes aussi qui ont joué peut-être un petit peu. On explique en deux mots quand même en quoi consiste ce job au niveau du CTR. Tout simplement, organiser et animer les différentes pratiques qu'on propose auprès de nos jeunes, contribuer à la structuration des clubs et puis proposer aussi de nouvelles formes de pratiques pour continuer d'avancer et de se développer. Je pense notamment au futsal, entre autres. Donc là, on parle de pratique de masse. Pratique de masse, évidemment, pour les clubs ligériens. Les 5 départements de notre ligue. Oui, donc souvent sur les routes. Oui. Souvent sur les routes et dans les clubs. Tout à fait. Bon, tu le sais, la tradition à USB Foot, c'est que l'invité nous ramène au moins un maillot. On le verra peut-être que tout à l'heure, tu en as même amené un deuxième. Oui. Mais celui qui est derrière, il a une histoire un peu personnelle. Tu vas pouvoir aller le chercher, peut-être nous raconter. Il est rouge et blanc, il est très beau. Alors, c'est pas un maillot français, évidemment, vous l'avez reconnu, l'Atlético Madrid. Évidemment. Avec quelques Français, notamment Griezmann. C'est un maillot qui a une histoire pour moi parce que j'ai eu un grand bonheur d'être missionné par l'UEFA pour travailler au contact de l'équipe l'an passé dans le cadre de la finale de l'Europa League à Lyon. Waouh. Donc d'avoir été finalement dans l'envers du décor et de voir un petit peu comment à la fois s'organise une compétition de cette envergure et puis de voir un petit peu comment travaillent les clubs du plus haut niveau européen, c'est toujours intéressant. Très on rappelle la finale, l'affiche contre Marseille. Et contre Marseille, évidemment, avec malheureusement pour les Olympiens, la défaite face à l'Atlético de Madrid. Tu vas pouvoir aller le reposer, mais on va l'afficher parce que c'est vrai qu'il est beau. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir le maillot de l'Atlético de Madrid ici, dans le studio du USB. On regarde ensemble, c'est le sommaire du USB pour cet après-midi. On va parler, on le disait, de la Ligue 1 à l'épreuve des gros pour Nantes et Angers. Alors, même si est-ce qu'on peut parler de Marseille comme d'un gros en ce moment, avec la crise que traversent les Olympiens, en tout cas, ce sera Angers-Marseille et puis on le verra également un déplacement pour le Paris Saint-Germain, du côté du Paris Saint-Germain pour le FC Nantes. On parlera également dans la deuxième partie de National avec le bon match des Lavallois qui reviennent bien après 3 défaites consécutives. Et puis également de foot féminin, on l'a dit, dans un petit peu plus de 6 mois maintenant, aura lieu la Coupe du Monde de foot féminin en France en 2019. Malheureusement, pas de match du côté de chez nous, mais on aura l'occasion d'en reparler. Une grande fête nationale. Exactement, et de foot féminin. Voilà, t'es prêt? Si t'as regardé un petit peu ce qui se passait chez nous, c'est le moment de te boucher les oreilles. Voilà, c'est parti, on parle et on commence par la Ligue 1 avec le classement de notre championnat élite donc sur le football avec les 13e places pour Nantes et la 14e pour Angers. On va, c'est vrai, dire que ça ne bouge pas beaucoup de jeudi en jeudi, tout simplement parce qu'avec les manifestations, les matchs n'ont pas pu se jouer. On a justement demandé à notre confrère et consultant de France Bleu Loire-Océan, Olivier Quin, ce qu'il pensait de ces reports de matchs. Est-ce qu'ils peuvent poser un problème d'éthique? La réponse. Évidemment que ces reports de matchs vont fausser le championnat. Un exemple, Lille a joué ses 2 matchs, quand Montpellier n'en a joué aucun. Marseille non plus. Ils vont être obligés de rattraper ces matchs-là. On le sait déjà pour un en semaine en janvier, un mois de janvier qui sera très chargé pour les équipes. Et je peux vous dire que les équipes, elles auraient préféré jouer là en décembre plutôt que de rattraper ces matchs-là. Et puis Lille va pouvoir regarder ses concurrents directs à la 2e place bien tranquillement. C'est pareil pour le bas de classement. Par exemple, Angers, Nantes n'ont pas joué. Guingamp, Monaco, eux, ont joué un match. Et puis en termes d'équité, je trouve pas ça logique. 4 matchs sur une journée de championnat, c'est totalement absurde. Et puis un week-end sans match de Ligue 1, c'est plus un vrai week-end de football. Donc c'était un petit peu dérangeant. Maintenant, c'est comme ça. Espérons que les clubs s'y retrouvent, mais moi, j'en suis pas certain. On verra bien à ce moment-là. Bonne fête à toutes. Bonne fête à tous, en tout cas. À toutes et à tous. Et à toi aussi, Olivier Quin. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce point de vue, pour l'ancien joueur, notamment, du FC Nantes. Le FC Nantes, ça tombe bien. On va démarrer avec le club Les Canaries. C'est parti. Et l'actualité nantaise, Arnaud, j'imagine que tu étais au courant, c'est qu'il y a eu un match un peu hier soir. C'était les 8e de finale de Coupe de la Ligue.
Ça avait bien commencé pour le FC Nantes. T'as regardé le match, non? En partie. Bon, il y avait partie. aussi Marseille hier soir, donc futur adversaire aussi d'une équipe de notre territoire. Donc, Effectivement. il faut suivre un petit peu les deux. À suivre un peu les deux matchs. Bon, ça a bien commencé pour Nantes, ça a mal terminé malheureusement. On va regarder ensemble, justement, puisque l'ouverture du score elle intervient pour les Canaries avec ce but splendide de Majid Ouaris, pleine lucarne. Et puis, coup sur coup, en fin de match, dans la dernière demi-heure, bien les Nantais vont encaisser 2 buts dans le domaine aérien. C'est un petit peu là, ce qui a pêché. Puis il y a eu surtout un show à Thème Ben Arfa qui a été un peu incroyable. Alors on voit la tête, c'est de Damien Da Silva pour donner à la 92e minute la victoire et surtout la qualif pour les Rennais qui recevront d'ailleurs Monaco lors des quarts de finale. Ça pouvait être un duel sympa pour les Nantais. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. On va écouter la réaction ensemble de Vahid Halilhodžić, coach Vahid, donc, qui répondait juste après cette défaite et cette élimination. Même quand on a mené, il fallait un petit peu jouer plus au bloc. Manque rigueur, est-ce que ça explique parce depuis 2 semaines, on n'a pas joué, manque rythme, manque repère et tout ça, on peut trouver 1000 excuses, mais on s'est éliminé comme ça. C'est ça cruel. Eh oui, c'est cruel, l'élimination comme ça. Bon. En même temps, sur la qualité aussi technique des deux équipes, il n'y a pas eu photo non plus en deuxième mi-temps. Ouais, puis bon, ça reste toujours des matchs particuliers entre Rennes et Nantes. Une période qui n'est pas toujours propice pour mettre aussi l'intensité, le rythme, avec la trêve qui va arriver, la difficulté pour enchaîner les matchs. Et puis Nantes qui sort aussi d'une bonne prestation contre Marseille. Donc difficile aussi pour enchaîner des prestations de ce niveau-là. De qualité, puis c'est vrai qu'ils étaient sur le bon match face à Marseille, puis ça peut couper peut-être les jambes, là, ces 2 matchs qui ont été reportés. En tout cas, on va voir que ça va pas couper l'envie et surtout la motivation des joueurs à aller jouer les Pères Noël. Alors ils sont pas en rouge, on va le voir, mais sur les réseaux sociaux, ils sont allés faire la petite distribution de chocolat. Au niveau de la Jonelière, dans le centre de formation des Canaries, donc les Nantais. Je ne sais pas si on peut voir l'image en même temps, si c'est pas possible, on la verra un petit peu tout à l'heure. Là, voilà l'image, l'invasion de Père Noël à la Jonelière. Voilà, ils ont joué le jeu, les footeux. C'était sympa, malgré j'imagine un peu la grise mine de ce matin. Eh ben, on a mis un peu de la couleur du côté de la Jonelière, et c'est plutôt bon signe. Un dernier mot sur le FC Nantes avec toi, Arnaud. Il y a le match à Paris. Justement, comment tu le vois ce match? C'est particulier. Je pense que l'ensemble des joueurs ont aussi envie d'en terminer avec cette première partie de saison. Ils n'ont rien à perdre. Donc je pense qu'il faut jouer la chance à fond. Et puis surtout espérer peut-être un match nul, on ne sait jamais. Paris en ce moment, quand on voit le match qu'ils ont fait à Orléans, il y a des choses à faire. Fin d'année, ils ont peut-être déjà la tête aux vacances. Sans doute, c'est très certain. En tout cas, on va demander, nous, de notre côté, à Greg Julien, journaliste à France Bleu Loire-Océan. Lui, ce qu'il a pensé, il était devant le match Rennes-Nantes. Il y a l'analyse, justement, du journaliste de France Bleu Loire-Océan. La voici. Oui, encore une élimination prématurée en Coupe de la Ligue pour les Canaries. Encore un match sans victoire à Rennes, le 6e consécutif. Encore des supporters nantais bloqués à l'extérieur du stade et c'est sans doute ça le plus navrant, car soyons clairs, cette Coupe de la Ligue ne déchaîne pas les foules. Sur le terrain, du classique hier soir, un bloc bas de la part des Canaries, une première période équilibrée, un magnifique but de Ouaris et sur une très belle combinaison. Et puis à 35 minutes de la fin, un tout autre match, le show d'Hatem Ben Arfa, l'essence même du football. C'est lui, pour moi, qui fait basculer cette partie avec ses dribbles, ses arabesques, ses slaloms et ses accélérations. Face à lui, des Nantais à la peine, notamment dans l'entrejeu, Palois et Girotto à l'agonie par moment. Résultat, 2 buts pour Rennes dans la dernière demi-heure, 2 buts concédés sur des duels aériens. Des Canaries éprouvés physiquement également en fin de match, et ce n'est pas nouveau, puisque sur leurs 26 buts concédés cette saison, 17 l'ont été lors des 30 dernières minutes. Seul point positif de cette élimination, c'est que le calendrier du FC Nantes va quelque peu s'alléger. Effectivement, Grégory Julien, notamment du côté du mois de janvier où il n'y aura plus de Coupe de la Ligue et c'est peut-être pas un mal pour le FC Nantes, même si on a vu que certains joueurs, certains footballeurs du FC Nantes avaient eu un peu les reins cassés, notamment, c'est vrai, Girotto et Palois sur les accélérations d'un Hatem Ben Arfa qui était vraiment très très bon. Allez, on passe maintenant à l'actualité d'Angesco. Les Angevins, on l'a dit, qui vont donc affronter l'Olympique de Marseille. Actuellement en pleine crise, c'est vrai que c'est très compliqué pour les Olympiens. Alors, on a eu un doute d'abord. Est-ce qu'il y allait avoir encore des reports du côté des matchs
Vous êtes vraiment mis au courant rapidement dans ces cas-là, parce que c'est vrai que vous balancez pas mal d'infos là-dessus. On essaye en tout cas pour être réactif et puis surtout informer le plus grand nombre. Après, il y a tellement d'incertitudes, on ne maîtrise pas toujours la façon dont sont prises ces décisions-là. Pour revenir après aux Angevins, s'il y a un moment où il faut jouer l'OM, je pense que c'est plutôt en ce moment. C'est plutôt maintenant. C'est le bon moment là. C'est vrai parce qu'ils sont pas très bien. On va regarder d'ailleurs, ça a été posté sur les réseaux sociaux. Le match va bien avoir lieu, voilà. Il est maintenu après 2 week-ends sans foot, c'est ce qu'on voit bien. LOSCO retrouvera bien la compétition et son stade, donc ce sera bien samedi à 21h et on s'en réjouit. C'est vrai que pour la fin d'année, c'est vrai qu'un week-end, il a raison Olivier, qu'un week-end sans Ligue 1, c'est bizarre. Hein. Oui, bien sûr. C'est bizarre. Ça tombe bien, c'est le moment des fêtes, ça reste malgré tout un match de gala contre une équipe qui est certes pas en forme en ce moment, mais qui attire du monde. Un match sympa en perspective. Ouais, qui attire toujours du monde. Et alors la stat, on l'a vu aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, on va la regarder, c'est que le SCO a toujours tendance à revenir à la marque là, sur les 2 dernières rencontres face à l'Olympique de Marseille. C'est Pierrick Capel, mais également, je crois, Ismaël Traoré, qui ont permis tous les deux d'égaliser du côté d'Angesco. Voilà, on va le voir. Hein. Voilà, sur les 2 dernières oppositions, c'est bien ça, Capel et Traoré, qui ont permis aux Angevins de recoller dans les derniers instants. C'est plutôt sympa et l'ambiance devrait être aussi sympa du côté du Stade Raymond Kopa. Ouais. Puis ça met surtout en évidence les qualités mentales qu'ont les Angevins, à l'inverse des Marseillais en ce moment, qui ont plutôt la tête dans les chaussettes. Donc s'il y a sans doute quelque chose qui peut faire la différence, très certainement ce sera dans les têtes des joueurs. Le mental. Pour ce match. Le mental, très certainement. Et eux aussi les Angevins, ils ont joué à fond à la version Père Noël. Bon, t'es pas venu en rouge, t'es venu bien habillé et tout, mais certains n'ont pas hésité à aller poser des petites photos sur Insta. C'est le cas de Christian Lopez, l'attaquant angevin, voilà. Il est bien entouré. Avec le Père Noël, avec un ballon de foot. Toujours très sympa ces moments aussi de fête, parce que tout le monde joue le jeu, donc c'est vrai que c'est assez sympa à vivre du côté des Angevins qui vont donc rencontrer l'Olympique de Marseille. On va le voir sur ces matchs à venir. Donc les horaires, c'est les mêmes. 21h samedi, que ce soit Angers-Marseille ou Paris-Nantes. Dernière journée de championnat de la phase aller. On joue à la même heure pour, on va dire, l'équité peut-être aussi. Oui. Et puis pour avoir aussi une journée complète, enfin. Enfin, parce que il est temps. Et puis les conditions météo s'y prêtent quand même en ce moment, on a la chance. Donc, c'est un petit peu mieux, donc on espère que nos amis angevins et nos amis nantais vont réussir une belle petite performance avant d'aller festoyer. Voilà, pour la Ligue 1, on passe au National. Un autre championnat qui nous intéresse avec nos 3 clubs Cholet, Laval et Le Mans, dont on va voir la position tout de suite au niveau du classement avec cette bonne nouvelle, Le Mans, Laval aux 2 premières places avec 29 points. Alors là aussi, il y a énormément de matchs qui manquent. Vous le voyez, Rodez qui est 3e à un match en moins, Chambly 2 matchs en moins. Là aussi, il va falloir récupérer pas mal de rencontres. Mais en tout cas, on va regarder ce qui s'est passé du côté de Laval. Et oui, ce sera le match du week-end, le match phare, puisque les Lavallois s'en vont du côté de Rodez, bien sûr. Bien, tu suis. Impeccable. Et oui, on parlait justement de Rodez 3e avec un match en moins. Ça peut être que l'affiche. Dans un match où les joueurs de Rodez sont vraiment favoris parce qu'ils sont en pleine bourre. Oui, puis je pense que c'est aussi une posture pour laquelle les Lavallois se sentent à l'aise. Ils ont eu du mal parfois à absorber cette pression de leader. Et assumer ce statut de favori. Oui. Alors ils ont fait un match très mitigé contre Tours la semaine dernière. Bon, globalement, un match maîtrisé, notamment en 2e période. Là, cette posture de non-favori, je pense qu'elle leur va bien. Bon, belle transition, merci Arnaud. On va regarder justement ensemble le but des Lavallois. C'était effectivement dans cette 2e mi-temps. Après, que les Tourangeaux, il y a eu pas mal d'occasions en première période. On va regarder un très beau dédoublement côté droit. Le centre, et puis là, la défense tourangelle n'est pas très très opportuniste. Et surtout, celui qui l'est, c'est un certain Alexis Bosetti, de retour de blessure. On le disait sur ce même plateau la semaine passée, Bosetti, ça peut être l'arme fatale, le retour justement d'un attaquant qui marque, d'un attaquant qui fait peur aux défenses. Ouais, et puis surtout, comme d'autres joueurs cadres, il fait partie de ceux qui sont capables de faire réagir un groupe. Et sans pour autant avoir fait une grande prestation, l'équipe a su montrer un petit peu de caractère. Et puis, ce qui a manqué sur les derniers matchs. Très nettement. Et puis, on a des joueurs comme également Skara Mozzino ou Bosetti font partie aussi de ceux avec Danic qui sont capables d'avoir un leadership naturel. Et je pense que c'est quelque chose dont le Stade Lavallois ne pourrait se passer en ce moment. Oui, effectivement. Alors, Alexis Bosetti, il a marqué de son empreinte ce match en marquant un but.
Il est souvent aussi sur les réseaux sociaux, on va regarder, hein, puisqu'il a posté pas mal de photos. Alors là, c'était dans le bus, je crois, avec tous ses potes. Voilà, Lavallois, c'est en route vers Rodez, donc on voit que l'ambiance, elle est plutôt bonne hein, du côté des Lavallois qui sont très présents sur les réseaux sociaux. La Ligue de foot aussi. Oui, bien sûr. Vous suivez tout ça? C'est important aussi. Ouais. Ah oui, j'imagine. Vous postez aussi pas mal de petites choses. Alors, on a voulu demander justement à notre confrère de Laval, hein, de France 3, de Radio France, Mayenne, Gilda Mingui, ce qu'il pensait justement de cette philosophie, de cette politique du club mayennais qui a opté pour un recrutement, on va dire, peut-être onéreux, avec des joueurs d'expérience. On parlait de Danick, mais il y a également aussi pas mal d'autres joueurs, à l'image de Verdier. Et puis il y en a un qui m'échappe, qui est milieu de terrain. À chaque fois, j'oublie son nom. Il a joué à Monaco, Angers et Lille notamment. Bon, c'est Gilda Mingui qui va nous en parler. Et voilà, Laval a-t-il bien fait justement de recruter ce genre de joueurs d'expérience? Sa réponse, vous allez le voir, lui, il a pris un petit déguisement. Oui, 2 joueurs expérimentés au gros passé en Ligue 1 et Ligue 2, mais plusieurs fois ces dernières semaines, François Ciccolini a répété cette phrase: la Ligue 1, c'est fini, les voitures à 100 000 €, c'est fini. C'est sûr qu'à l'intersaison, le recrutement de Laval était plutôt rutilant, avec des noms: Gaël Danick, 37 ans et plus de 300 matchs en Ligue 1, Mounir Obadi, 35 ans et plus de 350 matchs chez les pros. Des joueurs techniques qui ont une maîtrise du ballon bien supérieure à ce qu'on peut voir en national. Mais alors pourquoi l'entraîneur lavallois fait ce type de réflexion? Certains joueurs sont-ils venus à Laval en pré-retraite? L'amour du maillot lavallois est-il suffisant? Plusieurs supporters mayennais se posent la question. Le problème, c'est de savoir exactement ce qu'il se passe dans les vestiaires. Il peut y avoir des comportements qui déplaisent au coach corse. Gaël Danick a quand même marqué 4 buts cette saison. Mounir Obadi a été longuement absent et lorsqu'il est présent, ça se ressent tout de suite dans le jeu. Attention, on parle de ces 2 joueurs car ce sont les plus connus, mais peut-être que d'autres footballeurs sont visés. Mon sentiment, au final, c'est que le jeu en vaut quand même la chandelle. Si en fin de saison, Laval accède en Ligue 2, on pourra dire que les dirigeants ont fait le bon choix. Et dans le cas contraire, nous n'en sommes pas là. Mounir Obadi. Il faut que je me rentre dans le crâne. Mounir Obadi, quand même, c'est vrai que c'est un joueur cadre aussi, même s'il a disputé que 5 rencontres depuis le début de la saison. La question que je me pose, c'est savoir si Gilda Mingui, c'est un vrai geek et qu'il arrive vraiment à bien manipuler les vidéos ou si c'était vraiment lui derrière cette barbe blanche. On aura la réponse. La question qu'on pourrait se poser, c'est ce qu'il a laissé son renne dehors. On parlait des Bretons. C'est vrai que là, on n'a pas vu s'il était venu accompagner. En tout cas, bravo à ce joli déguisement du côté de Gilda Mingui et de la Mayenne. On va passer à l'actualité du SO Cholet. Alors, le SO Cholet avec son duo, on va reparler dans quelques instants. Des Choletais qui avait surtout réalisé des matchs nuls depuis un certain temps. Et puis la réception de Pau qui est en forme en ce moment, qui revient bien dans ce championnat. Les Palois qui, on va le voir, ont ouvert le score d'ailleurs du côté de Cholet. On a eu peur un petit moment pour les joueurs du Maine-et-Loire de savoir s'ils allaient être pris au dépourvu. Il y a eu un but et puis il y a eu surtout une très belle réaction. Vous allez le voir en deuxième mi-temps avec ce doublé signé d'un ancien joueur des Herbiers, on le sait, c'est Rocheteau. Qui est bien présent, joli but en plus, un pied gauche, pleine lucarne. Et le deuxième aussi, vous allez le voir, est pas mal avec cette attaque côté droit. On va laisser passer le ballon et puis c'est une nouvelle fois Rocheteau qui va venir battre le portier palois. Bon, Cholet-Pau, d'habitude, c'est en basket, ça se joue. Là, il y avait un beau duel du côté des footballeurs. Alors, Rocheteau qui vient saluer son entraîneur pour ce doublé. On va le voir, il a été justement sur la page officielle du club. Et oui, SO Cholet avec son maillot numéro 18. C'est un bon joueur de national. Oui, et puis championnat national, c'est un championnat qui est vraiment homogène, compliqué. Donc d'avoir, on parlait du Stade Lavallois tout à l'heure, des joueurs qui ont connu le plus haut niveau, qui sont capables aussi d'être des repères, des ressources pour les plus jeunes. C'est aussi important d'avoir ce type de joueurs dans notre championnat. Ouais, effectivement. Et Rocheteau est avec Oussama Abdeljelil. Les 2 meilleurs buteurs, ce sont les 2 meilleurs buteurs de Cholet. On va le voir, le classement. Joris Correa qui est avec 8 buts, le joueur de Chambly. Et puis voilà, le duo d'attaque, on le disait, le duo d'enfer, c'est Kevin Rocheteau et Oussama Abdeljelil avec 7 réalisations chacun. Pas mal pour un club qui est quoi, 10e attaque de national. D'avoir 2 joueurs de garçons de ce côté-là, ça peut être rassurant quand même. C'est à la fois rassurant parce que c'est gage de qualité offensive, mais c'est aussi signe d'une équipe qui procure du jeu, qui va vers l'avant, et on aimerait que davantage d'équipes aussi aient cette posture-là pour rendre le championnat beaucoup plus intéressant. Effectivement, alors il y en a peut-être une qui rend aussi le championnat intéressant. On a parlé de Laval, on a parlé de Cholet. Le Mans. Eh oui, allez, tout de suite place au Mans FC.
Le Mans FC, alors, qui propose un très beau jeu, effectivement, depuis le début de la saison. Moi, j'ai mis une défense de fer parce que c'est vrai qu'on s'intéresse davantage depuis le début de la saison à ce jeu un peu léché, porté vers l'avant, beaucoup de joueurs à vocation offensive. On avait Rémi Boissier qui était ici dans ce même studio il y a quelques semaines. Stéphane Dira aussi, on pense à lui. Mais c'est vrai qu'également, on voit bien que les Manceaux sont aussi très performants derrière. Bah, évidemment, ouais. Et puis, toute équipe qui souhaite avoir un minimum de résultats, ça passe forcément par une stabilité défensive. Et quand on a devant des joueurs qui sont capables à tout moment de faire la différence, bah, on a les résultats qu'obtiennent l'équipe du Mans avec une défense costaud et puis des attaquants qui sont aussi prolifiques. Donc c'est plutôt intéressant et de bon augure pour la suite de la saison. Oui, effectivement, malgré cela, à Sannois-Saint-Gratien, ça n'a pas fonctionné. Du moins, ils reviennent avec un match nul, c'est quand même pas mal, 0-0. On va le voir, la meilleure occasion, très certainement, va être sur ces images, avec la frappe détournée du bout des doigts par le gardien de Sannois-Saint-Gratien, et puis surtout la tête sur la barre transversale, sur le poteau plutôt. Voilà, c'était en deuxième période face aux joueurs de Sannois, et malheureusement, les Manceaux qui n'auront qu'un match nul, 0-0. On va regarder qu'il y a pas mal de super-héros quand même du côté des Manceaux. Enfin, en tout cas, ceux qui sont postés sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est le gardien de but justement du Mans, qu'on a déguisé Superman. Il me semble que c'est le gardien de but. Voilà, il est parti pour aller dans les airs. C'est sympa quand même. C'est Pierre Lemonnier, le défenseur du Mans, qui a posté cette petite vidéo. C'est toujours très sympa d'avoir ce rendu parce que les supporters, j'imagine, et ils sont nombreux du côté du Mans, ils ont envie de voir ce genre de choses. Quand on a connu une équipe qui était au plus haut niveau national, évidemment, on est toujours en attente à ce que ça revienne. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, parce qu'ils ont en tout cas une saison qui est plutôt correcte jusqu'à présent, et on ne peut qu'espérer qu'ils retrouvent l'élite française. Oui, parce qu'il y a eu 2 montées consécutives, et là, ils sont encore bien placés. Ouais, c'est long. Ils ont en tout cas toutes les infrastructures, toute la structuration technique, et puis les moyens pour aller encore un peu plus loin. Ouais, on va les suivre bien évidemment tout au long de cette saison. Les Manceaux, en tout cas, nous on a posé la question, on parlait de défense. On va vous donner simplement une petite stat. Sur les 10 derniers matchs disputés par les Manceaux, 7 clean sheets. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un clean sheet, c'est ne pas encaisser de but au cours d'un match. 7 fois sur 10, sur les 10 dernières journées de championnat, les Manceaux n'ont pas encaissé de but. Voilà, on a posé la question à Émile Level, notre confrère de France 3 Men. Super cette stat, non Émile ? Salut Anthony, c'est vrai que cette stat de 7 clean sheets en 10 matchs, c'est vraiment une très belle stat. Moi j'en rajouterai une autre, c'est que ça n'est arrivé qu'une seule fois que Le Mans prenne plus d'un but. C'était la première journée face à Chambly. Alors on peut voir plusieurs raisons à cette très bonne solidité défensive. Moi la première qui me vient, c'est la présence de Pierre Lemonnier. C'est un des hommes de base de Richard Désiré et je trouve qu'il remplit très bien ce rôle. Il est souvent associé à Thomas Dasquet en défense centrale et je trouve le duo plutôt très bon. Et puis derrière eux, on a un Jérémy M que moi j'ai toujours trouvé très rassurant et puis bon également. Mais il y a quand même une responsabilité de toute l'équipe. Richard Désiré, c'est pas un entraîneur qui insiste énormément sur la défense. Par contre, il y a une vraie volonté de ne pas désorganiser le bloc quand on attaque. Je l'ai vu travailler moi sur les transitions défensives. Et si le bloc est déjà relativement en place quand on perd le ballon, c'est déjà beaucoup plus facile de défendre. Donc attention quand même pour Le Mans de ne pas se reposer sur ses lauriers. Là, on arrive au cœur de l'hiver. D'ailleurs, Richard Désiré a déjà essayé de faire un peu tourner son 11. Il ne faudrait pas que ces changements d'hommes entravent la belle dynamique des 100 et or. C'est bien, Émile, t'es au taquet sur nos amis Manceaux et je vois qu'il ne loupe pas un entraînement. Ça, c'est top, ça nous permet d'avoir les dernières infos et ça, c'est super sympa. Dernier match pour les Manceaux, on va le voir avec justement encore une affluence qui devrait être assez incroyable pour un match de national. Voilà, c'est la réception de Marignane et la barre des 11 000 spectateurs qui devrait être atteinte bientôt 12 000, on met même sur le tweet. Hallucinant quand même. Ouais, oui, non, parce qu'on sent vraiment cette ferveur autour du club, donc c'est pas surprenant d'avoir autant de personnes. Et puis, si je me trompe pas, le club aussi organise ce soir une animation pour Noël avec les enfants, etc. Donc c'est aussi dans l'esprit festif qu'on aime dans le football. Et oui, c'est aussi l'image que doit dégager un club comme Le Mans par rapport aux enfants qui suivent cette équipe mancelle, qui ont envie de la voir aller plus haut. Et c'est bien, justement, cet échange. Ouais. On voit des places à 4 €, on sent une sorte de solidarité d'esprit collectif sur le terrain, avec des joueurs qui sont évidemment soudés, mais on la sent bien au-delà du terrain et au sein du club et dans la ville en général. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant, effectivement. On va récapituler un petit peu les matchs à venir du côté de nos 3 clubs de championnat national avec le déplacement très compliqué pour nos amis lavallois du côté de Rodez. La réception donc de Marignane-Gignac pour les Manceaux. Et puis le déplacement à Villefranche-en-Beaujolais pour nos amis Choletais. On a fait le tour, Arnaud, de nos amis du championnat national.
C'est bien, t'as pris l'exemple. Allez, c'est parti pour la partie du foot féminin, tout simplement, puisqu'on va en parler. On est à un petit peu moins de 6 mois de cette Coupe du Monde féminine. Vous le voyez avec cette affiche de la Coupe du Monde de France 2019. On le disait, ce sera entre le 6 juin et le 7 juillet. Malheureusement, il n'y aura aucun match sur les Pays de la Loire. Il y a une explication à cela? C'était les villes qui étaient candidates, c'est ça? Oui, alors entre le 7 juin et le 7 juillet, alors, malgré qu'on aurait pu avoir des villes candidates, pour diverses raisons, on n'a pas pu accueillir de rencontres. Pour autant, ce sera tout de même l'opportunité pour le football en général d'avoir une véritable fête familiale, de mettre en avant le côté festif. Et puis, diverses animations sont prévues au sein de nos clubs, sur notre territoire, dans certaines villes aussi. Donc, on les rappelle, ces villes, justement, qui vont accueillir la Coupe du Monde. Il y aura Rennes, qui sera la plus proche de chez nous. Rennes la plus proche, après c'est Paris, Le Havre. Le football en général, mais le foot féminin aussi, c'est l'occasion de partager des moments en famille, de mettre en avant le côté convivial et festif. Les billets sont à un prix extrêmement abordable. La billetterie est ouverte, ça marche bien? Ça marche vraiment très bien. On a l'équipe de France qui vous joue son 3e match de poule à Rennes et il y a déjà très peu de places libres encore. Ah ouais, donc c'est bien, c'est que ça fonctionne bien. Ce sera forcément une très belle fête du foot, ce qui nous attend, et un moment fabuleux qu'on a hâte de retrouver. Bon, et puis nous, on développera effectivement aussi le foot féminin. Comme on a pris l'habitude ici dans USB Foot, on vous donnera les dernières infos, tout ce qui va concerner l'équipe de France, les Bleus, du côté de cette Coupe du Monde 2019. On va revenir sur le foot féminin, mais plutôt dans les Pays de la Loire. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler peut-être, un chiffre sur les licenciés en foot féminin chez nous, en Pays de la Loire? Sur les Pays de la Loire, on a à peu près presque 12 000 joueuses, licenciées joueuses. Près de 2000 dirigeantes, une vingtaine d'arbitres, des éducatrices en nombre aussi croissant chaque année. Pour résumer, on a une augmentation régulière depuis quelques saisons. Depuis l'année dernière, on a augmenté de 19,5% nos effectifs. Ce qui est assez énorme. Hein. Avec un chiffre encore plus élevé chez les petites, autour de 26%. Donc, ce qui veut dire des éducateurs aussi? Des éducatrices. Alors, et des éducatrices. Au-delà de ça, au-delà des licenciés, on a une grande vague de féminisation entre guillemets, de nos clubs, avec des femmes qui viennent prendre des responsabilités importantes, des arbitres, des éducatrices. Et c'est une mixité qui est hyper riche dans notre pratique, puisque chacun y amène ses compétences. Et c'est plutôt agréable et ça valorise la bonne santé de notre football régional. Oui, effectivement. On le voit d'ailleurs à travers les différents posts sur les réseaux sociaux. Il y a plein de clubs qui sont présents sur Instagram. On pense, là, on a pris celui des jeunes filles de Mousillon, du Sillon. Demoiselle du Sillon officielle, c'est à Malville, du côté de Malville. Voilà, postent régulièrement des choses. Toutes ces petites jeunes filles fans de foot. Mais il y en a d'autres. Hein. On voit aussi évidemment les fers de lance du foot féminin dans la région. Je pense à l'ES Ornay. Qui évolue en D2, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui a reçu, alors on va peut-être l'expliquer, le label d'or du foot féminin. C'est quoi? Ça récompense simplement la mise en avant du foot féminin dans notre région? C'est un label qui valorise la qualité d'accueil de la pratique féminine dans un club. On regarde différents critères liés au domaine associatif et sportif. Les structures, tout ce qui est mis en place. L'aspect éducatif également. Aujourd'hui, on a 77 clubs sur notre territoire régional qui ont ce type de valorisation. Donc ça met en exergue la qualité du travail qui est fourni et puis surtout la volonté des clubs délibérés de mettre en avant la dimension féminine. Et ça, c'est aussi un acte volontaire et très riche de la part de nos clubs. On rappelle, l'entente sportive ornésienne, c'est D2, c'est le 2e niveau national? Deuxième niveau national, oui. D'accord. Derrière, est-ce qu'il y a un autre club qui arrive progressivement on peut parler de haut niveau quand même en D2. On a la Croix-Blanche Angers aussi, même si sportivement c'est une année qui est plus complexe pour elle. Qui évolue au 3e échelon? Au 2e échelon également. Voilà. Après on a une élite régionale en R1 qui est aussi d'un niveau intéressant, avec des clubs qui se tirent un petit peu la bourre. Je pense notamment les clubs comme Nantes, Le Mans, Orvault, l'équipe de La Roche, et puis d'autres clubs, on ne va pas tous les citer, Baugé, Laval. On a une richesse vraiment de ces pratiques-là, et puis ça permet de porter au plus grand public un autre regard sur notre sport. Justement, une dernière question par rapport à ce football féminin. On parlait des grands clubs, alors des grands clubs Le Mans, Nantes. Est-ce que justement, ils ont tendance maintenant à vouloir tous une section féminine de très haut niveau? Oui, globalement. On peut très bien imaginer que dans quelques années, tous nos clubs professionnels aient une section féminine. En tout cas, c'est facilitant pour eux puisqu'ils vont se structurer autour d'une pratique existante avec des moyens humains, financiers, matériels. Donc très clairement, c'est gage de meilleure stabilité et puis de pérennité de leur projet.
Effectivement, on parlera de foot féminin tout au long de cette année 2019. Merci donc à Arnaud pour cet éclairage sur le football féminin dans notre région, dans les Pays de la Loire. On va passer tout simplement à la fin de l'émission. Allez, c'est maintenant l'heure du quiz. Alors Arnaud, je ne sais pas si tu es un petit peu au courant de ce qui se passe. Là, on va essayer de voir ta culture générale au niveau du football. Alors attention, hein, je parle de culture générale, c'est un grand mot. Pas un gros mot, un grand mot. Écoute bien la question. D'abord, tu vas me choisir parmi les différents placards ou à l'extérieur des placards, ça c'est ton choix, un maillot. Et il y aura une question sur ce maillot. Voilà, je te laisse aller fouiller. C'est le deuxième maillot que tu nous as amené en fait. Ah bah, oui, maillot de l'équipe de France. Ouais. Allez, je te laisse te rasseoir. Maillot de l'équipe de France, il y aura justement une question qui va être liée à cette équipe de France de foot féminin, ou plutôt à ce foot féminin. Écoute bien la question. En quelle année a eu lieu le premier match officiel de football féminin en France? Réponse A, 1917. Réponse B, 1918. Réponse C, 1914. Réfléchis bien. Attention, il n'y a pas de piège. Hein. C'est dur, hein? En plus, je le sais. Alors, j'aurais dit, sans aucune certitude tout de même, 1918. On écoute la réponse. Ah non, c'était pas 1918, c'était 1917. Septembre 1917. T'étais pas loin quand même, hein. C'était pas 1914 du tout. Allez, tu peux venir me rejoindre pour la fin de cette émission. On va terminer, eh bien, comme chaque jeudi, sur notre coup de cœur. Et le coup de cœur, eh bien aujourd'hui, tout simplement, on a vu l'élimination du FC Nantes, c'était en 8e de finale de Coupe de la Ligue. On voulait bien faire un petit éclairage sur la qualif des jeunes, Gambardella, du FC Nantes, qui ont tapé le Stade Rennais. On va le voir avec cette superbe joie et surtout l'avenue de Vahid Halilhodžić dans le vestiaire des U19. Ça, c'est aussi une bonne image que passe le coach. Et puis c'est valoriser l'image, l'identité d'un club qui se retrouve sous une forme collective. Et puis des Nantais qui retrouveront les Lavallois, les voisins Lavallois au prochain tour. Donc aussi un derby régional intéressant. En perspective à suivre évidemment. Et là, puisque ce sont les fêtes, on va simplement se